et 2 millions de grévistes. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et du coup, le patronat négocie à tour de bras, il accepte des choses. C'est comme maintenant, on nous dit on ne peut pas augmenter le SMIC, et puis finalement, si la mobilisation est forte, si les gens y croient, on peut arracher des conquêtes comme ça. Alors, le 4 juin, le gouvernement se forme. Donc là, comme la SFIO est majoritaire, c'est Léon Blum qui est appelé pour former le premier gouvernement socialiste de la Troisième République. Le PC soutient, mais de l'extérieur, donc il ne participe pas au gouvernement. Alors, Blum cherche à calmer les grèves, parce que, bon, c'est bien, on a obtenu beaucoup de choses, mais il cherche à calmer quand même le mouvement. Et ce qu'il faut remarquer également, c'est que, alors que les femmes n'ont pas encore le droit de vote, puisqu'elles ne l'auront qu'après la guerre, il y a 3 femmes dans le gouvernement du Front Populaire. Alors, il y a Suzanne Lacorte, Irène Joliot-Curie et Cécile Brasic. En fait, et là, on crée un secrétariat d'État au sport et aux loisirs, ce qui était absolument impensable. Et la droite et l'extrême droite l'appellent d'ailleurs le ministère de la paresse. Donc, travailler plus pour gagner plus, les Français ne travaillent pas assez, on a déjà entendu ça en 1936. Donc, il n'y a rien de nouveau, ça montre bien que cette droite actuelle, elle est bien conforme à la droite de toujours. Voilà. Alors, c'est Léon Lagrange, qui est un nordiste, qui n'est pas originaire du Nord, mais qui après était député du Nord de la France, qui est nommé à ce gouvernement. Alors, la politique économique et sociale du Front Populaire, dans la nuit du 7 au 8 juin, donc tout de suite après l'installation du gouvernement, on a les accords de Matignon. Alors, dans ces accords de Matignon, on va négocier tout ce qui était dans le programme commun, mais en plus, on va obtenir des tas de choses qui n'y étaient même pas. En particulier, les 40 heures et les 15 jours de congés payés n'étaient pas dans le programme, mais ils ont été quand même arrachés au moment des accords de Matignon. Les accords de Matignon, d'ailleurs, il faut le savoir, c'était un peu un deal. En fait, on arrêtait les occupations d'usines et on négociait, on obtenait des choses. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, c'est une phrase qui est quand même célèbre, que Maurice Thorez a dit « Il faut savoir arrêter une grève dès que satisfaction est donnée ». Donc, encore une fois, ces accords de Matignon étaient donnés en compensation pour arrêter les mouvements de grève. Alors, les accords de Matignon, vous savez tous à peu près ceux qu'ils ont donnés, les conventions collectives, le droit syndical qui n'existait absolument pas, l'augmentation des salaires de 7 à 15%, et quelques jours plus tard, la loi sur les congés payés, donc 15 jours, c'était la première fois bien sûr que les ouvriers obtenaient des congés. Léon Lagrange crée, et là j'ai appris, je vous apprenais aujourd'hui, que quand vous partez en congé, vous avez droit à des réductions avec des billets de congé sur la SNCF, etc. C'était créé à ce moment-là, avec des billets qui donnaient une réduction de 40% pour les ouvriers qui partaient en congé. Donc c'était bien gentil de donner des congés, encore fallait-il que les gens puissent en profiter. Et Léon Lagrange déclare « Notre but simple et humain est de permettre aux masses de la jeunesse française de trouver dans la pratique des sports la joie et la santé et de construire une organisation des loisirs telle que les travailleurs puissent trouver une détente et une récompense à leur dur labeur. » Dans la foulée, on crée également la semaine de 40 heures, donc on passe de 48 à 40 heures. Jusqu'en juillet, les occupations continuent quand même, parce que les gens se disent, après tout, pourquoi on a obtenu des choses, on va continuer, on a encore des choses à demander. Et effectivement, ils obtiennent encore d'autres avantages. Par exemple, le 29 juillet, on crée la retraite des mineurs. Le 28 août, la loi sur les allocations chômage. Les nationalisations des transports, notamment l'aviation, le 7 août, et la SNCF se fera en 37, mais c'est prévu. Les banques ne sont pas nationalisées, mais on donne le droit de vote à tous les actionnaires, parce que jusque-là, il n'y avait que 200 plus gros actionnaires qui pouvaient faire voter. Voilà.
En fait, et le 28 août, on vote 20 milliards de francs, donc vous voyez à peu près les francs à l'époque, 20 milliards de francs pour des grands travaux, donc qui vont donner beaucoup de travail, qui vont faire les infrastructures, etc., de la France. Et en fait, encore une grande réalisation du Front populaire, dont on ne parle pas trop, puisque nous on habite en ville, mais il y a la création de l'Office national du blé, qui va soutenir les prix payés aux agriculteurs, qui sont les très touchés par la crise, encore une fois, et donc ça va permettre à ces agriculteurs d'avoir une vie décente. Alors, on aurait voulu faire d'autres offices, tels que celui du blé, et qui fonctionnaient correctement. Malheureusement, le Sénat, qui déjà était une chambre de droite, comme elle a toujours été, qu'elle est actuellement, refuse la création d'autres offices. Et enfin, toujours pour les communes rurales, on termine tout le programme d'électrification, continue le programme d'électrification de la campagne. Alors maintenant, ça c'est donc pour le volet social, mais il faut savoir également qu'à l'époque, la France était une puissance coloniale très, très grande. Donc il y a eu aussi, au niveau du Front populaire, un volet qui concerne la colonisation. Par exemple, mais malheureusement, le conservatisme des colons, la droite, l'extrême droite, etc., se sont ligués et il a été difficile d'imposer beaucoup de choses au moment comme aurait voulu le faire le Front populaire. Alors, par contre, on a réussi à abroger quelque chose qui s'appelait le Code de l'indigénat. Et le Code de l'indigénat, ça faisait que les indigènes n'avaient strictement rien à dire à l'administration de leur pays. Là, avec cette abrogation, ils vont pouvoir participer à l'administration, à la gestion de leur pays. Et en fait, là, on a fait une révolution qui n'aurait jamais pu être imaginée avant. On a nommé un noir, quand vous voyez l'état d'esprit de l'époque, on a nommé un noir qui s'appelait Félix Éboué, gouverneur de Guadeloupe et puis du Tchad. Mais encore une fois, la puissance des colons est très importante, très, très forte, et très influente, tel un homme qui s'appelait Pierre Viennot, et qui faisait partie d'un mouvement qui s'appelait l'Antéchrist. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Et on n'a pas pu aller aussi loin qu'on aurait voulu au niveau colonial. Maintenant, un des grands points du Front populaire également, c'est tout ce qui concerne l'éducation, les sports et les loisirs, bien sûr. Alors, là, encore une fois, toute une liste de choses qui existent encore maintenant et de grandes mesures. Par exemple, la scolarité devient obligatoire jusqu'à 14 ans. Donc ça, c'est le Front populaire également. Les passerelles, on a fait des passerelles entre le primaire et le lycée, parce qu'avant, les enfants du peuple et de la campagne s'arrêtaient le certificat d'études à 11 ans, 10, 11 ans, 12 ans. Là, d'abord, ils ont pu aller à l'école jusqu'à 14 ans, et en plus, on a créé les collèges, les CES, etc., pour leur permettre éventuellement de continuer plus, et pourquoi pas, jusqu'au lycée. On a également fait une grande politique au niveau des musées, parce qu'on s'est dit il faut absolument que les gens aient accès, tout le monde ait accès à la culture. On a créé, par exemple, les tarifs réduits pour pouvoir aller visiter les musées, ça n'existait pas. Tout le monde payait la même chose, donc on a permis à tout le monde d'aller visiter les musées. On a augmenté les collections des musées. On a créé le musée d'art moderne, le musée des arts et traditions populaires, le musée de l'homme, le palais de la découverte. On a créé également le CNRS pour permettre les recherches, etc. Et Jeanzé avait prévu de créer l'ENA. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire tout de suite à cause de la guerre. Et ça a été fait en 1945 par Michel Debré. Mais l'idée de la création de l'ENA vient du Front populaire aussi.